Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de On passe à l'action. On l'a dit, notre région est attractive et elle est aussi remplie de talents. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on accueille une personnalité de la région, un avocat d'affaires et bien plus encore, Maxime Socaz-Varamé. Bonjour Maxime. Bonjour Fabien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour votre accueil. En tout cas, on est très heureux de t'accueillir aujourd'hui pour aborder un petit peu le contexte économique et la manière dont on pourrait accompagner nos clients, dirigeants d'entreprise ou dirigeants actionnaires dans un contexte économique. Alors, que l'on connaît. Alors tout d'abord, avant qu'on commence, Maxime, peut-être quelques mots sur toi. Qui est Maxime Socaz-Varamé ? Parce que j'ai dit que tu étais une personnalité, et j'ai commencé en disant que notre région avait été attractive, avait du talent. Donc c'était pour donner quelques indices à nos auditeurs et auditrices. Mais du coup, si tu devais te présenter en quelques mots, qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? C'est une belle introduction, Fabien, merci. Donc moi je suis Maxime, j'ai 30 ans. Je suis avocat d'affaires et je me suis installé dans la région il y a maintenant 2 ans après avoir fait mes armes un petit peu à droite à gauche, à l'étranger, à Paris, dans le nord de la France. Et j'ai atterri ici parce que, comme tu l'as dit très justement, c'est une merveilleuse région et on y est bien pour vivre et pour travailler. Exactement, et vous avez compris, nos régions ont du talent puisque Annecy, Aix-les-Bains, Chambéry, on accueille des avocats chevronnés, issus du milieu, entre autres, en tout cas, qui ont fait leurs armes à Paris et à l'étranger. Et donc, on est évidemment très heureux de t'accueillir avec ta compétence, ton expérience et ton savoir-faire. Alors, comme tu le sais, cette émission, elle est évidemment destinée à tous les investisseurs, à tous les particuliers chefs d'entreprise qui cherchent à valoriser leur patrimoine, privé et professionnel. Et donc, ton intervention aujourd'hui, c'est un petit peu de discuter quels sont les facteurs clés de succès, les astuces à avoir, ou en tout cas les points de vigilance, si on est un peu plus précis, pour accompagner un dirigeant actionnaire. Alors avant, je te propose qu'on pose un peu le cadre. Comment tu sens, toi, aujourd'hui, l'environnement autour du chef d'entreprise, des entreprises françaises que tu conseilles au quotidien ? Quel est un petit peu ton ressenti, ta vision des choses ? Alors si je devais le résumer en un mot, ce serait dynamisme, parce que c'est vrai que j'accompagne différents types d'entrepreneurs, que ce soit des chefs d'entreprise qui aujourd'hui sont à la tête d'entreprises qui se développent depuis un certain nombre d'années, qui sont très rentables, qui sont dans des secteurs porteurs, et aussi des gens qui démarrent, qui ont des idées, qui ont des projets et qui veulent se lancer. Et que ce soit l'un ou l'autre, je remarque aujourd'hui qu'on a un tissu économique et entrepreneurial qui est très actif, très dynamique, qu'on a des gens qui ont envie. Et ça c'est génial parce que mon métier c'est de leur apporter des solutions, de leur donner des clés et de travailler avec tous ces gens-là. Ça motive et même les conseils sont motivés et portés par leurs clients parfois. Donc, Alors pour ne trahir aucun secret, comme vous le savez, chères auditrices et chers auditeurs, on prépare toujours ces émissions, on aime bien échanger. Et moi, ici, il y avait un mot que j'aurais dû utiliser pour résumer ce que Maxime, la vision que Maxime a de son métier, c'est passionné. Et donc voilà, on voit qu'il est en tout cas passionné et déterminé à accompagner ses envies de ces jeunes entrepreneurs et de ces entrepreneurs chevronnés. Alors, tu fais une distinction qui est très intéressante et sur laquelle on va s'appuyer, où tu dis voilà, aujourd'hui, moi, je suis aussi bien capable d'accompagner et je prends plaisir à accompagner des jeunes dirigeants d'entreprise qui se lancent et en même temps aussi des entreprises un petit peu plus matures qui sont en phase de développement. Comment aujourd'hui, alors pas comment, mais quels sont selon toi les principaux défis qui se posent à un chef d'entreprise qui a une société un petit peu mature, par exemple une quinzaine, une vingtaine d'années, dans le contexte actuel, un contexte peut-être un peu d'inflation, de concurrence internationale. Quels sont selon toi les principaux défis qui s'adressent à eux, ou en tout cas ceux que tu as pu rencontrer par ton expérience voilà. Alors, je pense qu'il y a un défi aujourd'hui qui d'ailleurs s'adresse à ces chefs d'entreprise-là, mais de manière plus générale à tous les chefs d'entreprise, qui est un défi RH. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'entreprise, mais on parle surtout de femmes et d'hommes derrière, hein, qui font fonctionner ces entreprises. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le défi principal des chefs d'entreprise, en tout cas
celui que je ressens vraiment moi dans les échanges que j'ai avec eux, c'est comment emmener mes équipes, comment faire en sorte que les talents viennent et restent dans mon entreprise. On le sait, aujourd'hui, on a une mobilité qui est beaucoup plus forte dans l'emploi, on a une mobilité géographique, on a une mobilité sectorielle, des gens qui changent de métier. Et c'est difficile pour un entrepreneur de former, d'emmener avec lui des gens, d'investir sur eux et de les garder. Et donc, je pense que ça, c'est ou si ce n'est le principal défi aujourd'hui, donc qui s'adresse à tous. Et pour ceux spécifiquement qui ont déjà des entreprises, comme on disait, matures et assises dans leur secteur, je pense que le défi, c'est d'évoluer, c'est de se développer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je parlais de dynamisme, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en étant dynamique, c'est aussi un marché qui évolue et on n'a pas le choix, être dynamique dans ce marché et se réinventer en permanence. C'est ça, finalement, la définition d'entrepreneur. Hein. C'est que c'est pas juste un chef d'entreprise, c'est un entrepreneur. C'est-à-dire qu'il se lève le matin, il fait tourner son entreprise et puis le soir, quand il rentre chez lui, il dit comment je pourrais faire pour que demain, cette entreprise, elle puisse évoluer, aller dans telle direction, se développer. C'est la fameuse destruction créatrice de Peter Schumpeter, un économiste autrichien dont on a pu parler sur cette émission radio. Alors justement, face à ces défis un peu RH et de développement, mais surtout RH, comment un avocat il peut accompagner un client qui a justement ces problématiques-là, puisque tu as raison, l'un des principaux capitaux d'une société, c'est le capital humain. C'est ça, c'est une de ses principales richesses. Comment un avocat il peut conseiller, accompagner un dirigeant d'entreprise pour que finalement ça se passe bien et que ses meilleurs éléments restent, qu'ils aient envie de travailler. Comment toi tu te positionnes par rapport à ça aujourd'hui, Maxime ? J'ai presque envie de dire, il faut sortir du terme avocat. En fait, il faut se placer en qualité de conseil. C'est-à-dire qu'en fait, on est un conseil. Un conseil, il a plusieurs cordes à son arc. La première, c'est l'expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le conseil, c'est une sorte de sondeur. C'est-à-dire que moi, je vais peut-être avoir 250, 300 entreprises que je vais accompagner chaque année sur des projets. Chacun peut se nourrir des autres. C'est-à-dire qu'on peut se dire, j'ai vu des choses, je pense que ça s'appliquerait à ton entreprise, j'ai vu des choses qui ont échoué, et je pense que cet échec, il peut te servir à toi aussi. Donc c'est en sondant le marché et en étant capable de donner un rendu, une synthèse au chef d'entreprise en lui disant, voilà, moi j'ai une connaissance du marché qui est limitée à ce que je vois, mais qui est concrète. J'ai une connaissance de ton entreprise, parce que je pense que ça vaut le coup de s'arrêter une seconde pour dire, moi je suis un conseil d'entrepreneur, c'est-à-dire que je fais pas des opérations one shot comme ça en disant quelqu'un vient dans mon bureau, il veut faire une opération, il s'en va le lendemain. Le but c'est d'accompagner les gens sur le long terme. Et donc en ayant une connaissance du marché et en ayant une connaissance de la personnalité de l'entrepreneur, de son entreprise, de son projet, on peut arriver à apporter les solutions et puis à dire, dans cette direction-là, ça peut fonctionner. Dans cette direction-là, je sais qu'il y a des échecs. Les échecs, ils s'expliquent par ci, par ça, et d'apporter des clés. Une fois qu'on a fait ça c'est la partie, on va dire, conseil, revient peut-être la partie avocat, où il faut mettre ça en musique. Il faut que ça fonctionne. Donc, une fois qu'on a dit, très bien, pour faire venir certains talents, il faut peut-être imaginer l'ouverture du capital aux salariés. Ça existe aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. Comment on fait ? Là, l'avocat va reprendre le dessus et dire maintenant qu'on s'est mis d'accord sur la méthode, il faut exécuter, il faut sécuriser, il faut rédiger, il faut signer, voilà, il faut faire des papiers d'avocat. Donc c'est la deuxième partie. Exactement. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le rythme de la mélodie, le message qu'on a envie de passer, à un moment donné, il faut effectivement écrire la partition et la formaliser. Non, très clair. Et je pense qu'effectivement, c'est un des facteurs clés de succès dans l'accompagnement du dirigeant. C'est cette capacité, effectivement, pour un avocat, pour un expert comptable, pour un banquier d'affaires, un banquier privé, c'est à un moment donné à vraiment prendre cette position de facilitateur et de conseil, consigliéré, comme on dit, du dirigeant. Et ça, c'est très intéressant. Si on reste toujours un petit peu sur les sociétés un petit peu plus matures, aujourd'hui, on a le sentiment, d'une manière générale, sur le marché coté comme sur le marché non coté, que les entreprises de la zone Union européenne, et en particulier les zones françaises, sont parfois un peu secouées par la concurrence internationale. Que dans ce cadre-là, certaines entreprises de l'Union européenne cherchent aussi à se regrouper. Si on prend un exemple un peu plus simple et très trivial de la région, on voit par exemple qu'une société comme Cohesio dans les télécoms, elle est en train de consolider le marché avec une vision à 360, puisqu'elle fait à la fois les télécoms, les photocopieuses, etc., les photocopieurs, etc.
toi, dans ce schéma-là, déjà, est-ce que tu partages cette conclusion ou ce constat? Ça, c'est le point A. Et le point B, c'est comment accompagner un dirigeant qui fait face à cette concurrence-là? Comment toi, tu prends, en tant qu'avocat ou conseil plus largement du dirigeant, quelle est toi la position que tu prends par rapport à ça? Alors déjà sur ton premier sujet, savoir est-ce que je partage ou non ce constat. Ça détermine si tu restes dans l'émission, hein. Oui, d'accord. J'imagine. Non, bien sûr. Au contraire, c'est un partage. Évidemment, tout le monde aura bien compris que c'est un partage d'opinions, un partage d'idées, puisque c'est comme ça qu'on crée des choses sympas et des discussions intéressantes pour tout le monde. Mais je pense que ce constat est très juste. Ce constat de la consolidation, qui soit d'ailleurs au niveau national ou international, hein, la consolidation des entreprises, c'est quelque chose qui s'est accéléré au cours on va dire peut-être des 10 ou des 15 dernières années. Y a certainement différentes raisons à ça. La première, peut-être pendant un certain temps, l'argent était gratuit, entre guillemets, donc permettait facilement de faire de la croissance externe. Face à ça, on a des dirigeants d'entreprise qui étaient peut-être plus proches de la retraite, qui avaient pas forcément de successeurs et qui donc trouvaient une opportunité de céder leur entreprise avec un projet futur, c'est-à-dire en disant moi j'ai créé une entreprise, je l'ai amenée au premier étage et puis en fait elle va s'inscrire dans un immeuble plus gros et puis sur 10 étages. Voilà. Donc effectivement cette consolidation elle existe et d'ailleurs elle est aujourd'hui le meilleur moyen pour un entrepreneur de tirer un bénéfice de son entreprise quand il veut partir, parce que c'est compliqué de trouver quelqu'un qui peut arriver et dire je veux prendre votre suite, je veux racheter votre entreprise. L'entreprise, ça a de la valeur, pour peu qu'elle ait été bien développée et qu'elle soit économiquement assez saine. Trouver quelqu'un capable de racheter une entreprise, généralement, c'est souvent soit un concurrent, une entreprise du secteur, exact, soit quelqu'un de plus gros, soit une entreprise qui va ouvrir des nouveaux marchés en allant acheter non pas un concurrent, mais quelqu'un qui a un positionnement proche ou similaire. Donc effectivement, je le partage. Le rôle du conseil, c'est surtout de comprendre avant tout quel est l'intérêt et qu'est-ce que veut l'entrepreneur, parce qu'en fait, vendre à un grand groupe et empocher un gros chèque, c'est pas forcément la volonté de tous les entrepreneurs. C'est vrai. Et il y a des gens, et pour en avoir rencontré, des chefs d'entreprise qui ont fait des très belles réussites dans la région, qui arrivés à un certain âge disent moi j'ai très bien gagné ma vie. En fait, l'argent ça a jamais été un moteur. Et vendre mon entreprise à un groupe étranger pour empocher des millions de plus, c'est pas l'objet. Moi, ce que je veux, c'est que l'entreprise perdure et que à sa tête il y ait des talents qui puissent prendre ma suite. Et donc là, il faut les aiguiller et trouver des solutions. Par exemple, dans une situation comme ça, la solution, c'est peut-être de s'adosser à des partenaires, peut-être financiers, qui vont accompagner des repreneurs. Et puis, on a toute une sorte de mécanique juridique et technique dont on ne va pas forcément faire état ici, parce que ce serait pas forcément pertinent. Mais en tout cas, on a des moyens de dire, très bien, votre but, c'est pas de vendre à une grosse entreprise et de voir partir votre projet ailleurs, c'est de le faire reprendre par vos managers. Des gens que vous avez formés pendant des années et qui aujourd'hui ont les compétences et pas forcément la surface financière. On va dire, OK, on va imaginer une manière de leur transmettre. Et le rôle de l'avocat et du conseil, c'est d'essayer d'aller trouver des solutions, proposer des solutions, et puis ensuite faire en sorte que l'entrepreneur soit aussi bien accompagné, puisque il n'y a pas que l'avocat et pas que le conseil, il y a d'autres conseils, d'autres personnes qui ont d'autres compétences, qui doivent aider l'entrepreneur justement à mettre en place ce projet et à aller au bout. Ouais, je pense que c'est effectivement un très bon point qui est relevé ici. C'est de bien comprendre dans un contexte où il pourrait y avoir des offres ou une volonté à un moment donné de céder son entreprise, de se dire finalement pourquoi on a fait tout ça en fait. Voilà, pourquoi tout ça s'est fait, pourquoi vous avez monté une boîte avec 1500 € de capital social qui aujourd'hui en vaut 5 millions, 6 millions ou plus si affinité. Qu'est-ce que vous voulez? Et effectivement, en fonction, aller choisir le type de repreneur, la structure d'opération qui peut être la plus adaptée. Tu mentionnais des partenaires financiers. Effectivement, les fonds d'investissement peuvent à un moment donné faciliter et venir se substituer à des moyens financiers un petit peu plus difficiles pour des repreneurs qui sont dans le top management. Mais effectivement, je pense que ça, c'est une des clés de réussite et c'est une clé de réussite qui est assez intéressante. Est-ce que tu as le sentiment, toi, aujourd'hui, que par rapport au recul que tu peux avoir sur ce métier-là, on a aujourd'hui plus d'investisseurs étrangers qui viennent racheter des boîtes françaises?
je reformule la phrase pour qu'on soit clair. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui que dans une opération de transmission en France, y a plus de repreneurs étrangers aujourd'hui, c'est-à-dire de fonds d'investissement, de sociétés du même secteur, mais d'une autre nationalité, qu'il y a, je sais pas, par exemple 5 ans? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens pas du tout ou... Alors, je sais pas s'il y en a plus qu'il y a 5 ans, il y en a peut-être plus qu'il y a 10 ans, certainement. C'est quelque chose qui est quand même, on va dire, les investissements étrangers en France, c'est un sujet qui est adressé depuis quand même quelques années. Hein, quand on repense à la loi Montebourg, qui avait vocation à protéger justement certains secteurs stratégiques français. C'était il y a plus de 5 ans, et on avait déjà le sujet avec Alstom, avec General Electric, avec de nombreuses entreprises, que ce soit américaines, indiennes, qui rachetaient les fleurons français. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un caractère plus international. Et en fait, je pense qu'il faut peut-être aussi, tout en continuant à garder une souveraineté peut-être française économique, se dire que l'étranger, c'est pas simplement le pays d'à côté qui vient racheter des entreprises en France. C'est simplement plusieurs pays qui ont des fonds d'investissement, des investisseurs qui sont présents sur différents territoires, qui consolident des moyens qui sont aujourd'hui plus forts, qui consolident des compétences et qui viennent investir dans différents pays. Donc voilà, il y a effectivement peut-être de plus en plus d'investisseurs étrangers. Je m'en rends pas vraiment compte. En tout cas, je pense que ça a toujours été le cas, mais que certainement, aujourd'hui, l'investissement, c'est plus internationalisé, excuse-moi, qu'avant. T'étais à deux doigts de gagner la partie Scrabble. Exactement, mais là, il y aura d'autres occasions. Il y aura d'autres occasions, t'inquiète pas. Non, mais donc l'argent, je pense, est peut-être plus international aujourd'hui, donc ce qui fait qu'on a peut-être l'impression d'avoir plus d'investisseurs étrangers. Alors qu'aujourd'hui, quand on regarde, on a peut-être des fonds d'investissement qui sont à l'origine français et puis qui aujourd'hui ont leur siège à Londres, à Berlin, à Francfort et qui en fait ont consolidé des investisseurs de tous les pays. Ok. Alors avant on va prendre une petite pause et puis ce qu'on va se dire après la pause, c'est des choses très agréables et notamment on va parler un petit peu des pratiques de marché, des clauses et comment accompagner des jeunes entrepreneurs qui se lancent avec passion et détermination, presque la même que ceux de leurs conseils. Allez, on vous dit à tout de suite. La radio locale, pour vous, c'est Radio Grand Lac. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Allez, de retour à l'antenne avec Maxime Secaz-Laramé, avocat associé de chez Chorus, et le terrible Jean-Pierre Germain. Pendant cette petite pause, nous avons continué la discussion sur l'international avec bien entendu Jean-Pierre, et ces discussions ne pourront malheureusement pas être révélées compte tenu du pacte de confidentialité que nous venons de signer avec Maxime. Blague à part, en tout cas très heureux de vous retrouver et de vous revoir à l'antenne, et on va justement discuter d'un point intéressant, puisque lorsque je suis un dirigeant avec une société qui est bien évolué, qui est mature, je vais probablement peut-être rentrer dans un processus de cession totale ou partielle. Et bien évidemment, on va se poser plein de questions, le prix, les modalités de paiement du prix, mais aussi va se poser la question de la garantie d'actifs passifs. Alors, certains membres de l'antenne et certains auditrices et auditeurs vont se dire c'est un gros mot. Alors, on va donner la parole à Maxime pour nous expliquer c'est quoi la garantie d'actifs passifs. Parce que je vais vendre ma boîte, je la vends pour 1 million ou 2 millions et on me dit que j'ai potentiellement une garantie d'actifs passifs de 300 000 euros. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, Maxime ? Alors, je pense qu'effectivement, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, il faut revenir à l'origine de la transaction. Je vends une entreprise potentiellement à quelqu'un qui ne la connaît pas ou qui du moins ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans et au-delà de ce qu'il peut voir quand il va venir auditer l'entreprise. Et donc, cette personne qui va m'acheter l'entreprise va vouloir une certaine sécurité. En se disant, je pense que ton entreprise a une certaine valeur aujourd'hui. Maintenant, je ne sais pas s'il n'y a pas des choses à l'intérieur qui pourraient affecter cette valeur, mais dont on n'a pas connaissance. Parce qu'effectivement, quand on achète une entreprise, on regarde souvent les comptes, les clients, le business, les équipes. Mais il y a des choses qu'on ne voit pas et qui peuvent affecter la valeur de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on parle de garantie d'actifs et de passifs. Alors, on parle surtout beaucoup de garantie de passifs.
Un passif, c'est quoi ? C'est des sommes que l'entreprise pourrait être amenée à devoir à certains créanciers, mais qu'on n'est pas vraiment en mesure d'identifier aujourd'hui. Je vous donne un exemple qui est, on va dire, le plus flagrant, c'est le contrôle fiscal. Le contrôle fiscal, même si on est un entrepreneur chevronné, qu'on respecte les règles, la fiscalité en France, on le sait, c'est un millefeuille, c'est très compliqué. On peut passer à travers certaines choses, et le législateur a des équipes d'administration fiscale qui sont censées être là pour vérifier que les entreprises respectent la loi. Et donc, on a des contrôles fiscaux régulièrement quand on a une entreprise. Et donc, quand vous achetez une entreprise, en considérant qu'elle a une certaine valeur, on va prendre un chiffre simple, votre entreprise, elle vaut 1 million, vous la vendez 1 million, dans les comptes, tout se passe bien, le business, tout se passe bien, mais si 6 mois après la vente, vous avez un contrôle fiscal et qu'il se trouve qu'en fait, au cours des 2 ou 3 dernières années, on se rend compte que vous avez obtenu des crédits impôt recherche, très à la mode en ce moment, et que ces crédits n'étaient pas dus parce que vous n'avez pas respecté certaines règles, volontairement ou involontairement, la plupart du temps involontairement d'ailleurs. Ouais, clairement. Eh bien, l'entrepreneur qui a acheté l'entreprise, il va se retrouver à devoir payer, indemniser l'administration fiscale. Et donc, finalement, il aura acheté une entreprise plus chère. Si le redressement est de 200 000 euros, il a acheté une entreprise 1 million, et puis en plus, il doit payer 200 000 euros à l'administration fiscale. Voilà, ça c'est le constat. Et pour se protéger de ça, le marché a créé ce qu'on appelle la garantie de passif, qui est un contrat, qui est inclus généralement dans le contrat de cession, dans lequel le vendeur va faire un certain nombre de déclarations, va déclarer à l'acheteur qu'il a respecté les règles fiscales. Il a respecté les règles du droit social. Ces contrats sont exécutés valablement et conformément à ce qu'il prévoit. Il va déclarer un certain nombre de choses. Il faut être attentif à ces clauses-là parce que tout ce qui va être écrit dedans va être pris pour argent comptant par l'acquéreur. Et si jamais l'une de ces clauses se révélait fausse, alors dans un délai, on va généralement cadrer ça en se disant je prends un certain nombre de déclarations et elles peuvent m'être reprochées si elles sont inexactes au cours des 2 prochaines années. On considère qu'après un certain délai, la question ne se pose plus et que le nouvel acquéreur est un entrepreneur qui prend son risque. Eh bien, il faut être attentif à tout ce qu'on déclare, puisqu'effectivement, si on venait à avoir un incident qui se produit au cours des années suivantes, l'acquéreur pourrait dire écoutez, vous m'avez déclaré que vous respectiez la loi fiscale, que votre crédit d'impôt recherche était exact, ce qui n'est pas le cas, donc vous m'indemnisez à hauteur de ce que j'ai payé aux impôts. Et donc vous rendez de l'argent à l'acquéreur. Exactement. Voilà, c'est ça la garantie de passif. Donc ça, effectivement, c'est ce que tu viens de dire et qui est vraiment très important pour les clients, dirigeants, actionnaires qui nous écoutent, c'est cette garantie d'actifs passifs. Si elle est mal conçue, si elle est mal pensée, si elle est aussi mal rédigée, déjà qu'à la base c'est potentiellement une épée de Damoclès sur votre tête. Potentiellement le fil de cette épée de Damoclès peut être et cette épée elle peut être très proche de votre tête dès la fin de la session. Exactement. Et puis il y a un aspect aussi très psychologique parce qu'on peut se voir reprocher des choses après avoir vendu son entreprise. Bon, c'est dur déjà personnellement, surtout quand on a bien fait les choses, parce que généralement, à part quelques-uns, les dirigeants d'entreprise, ils préfèrent respecter la loi. Hein. Donc, je veux dire, si on se retrouve dans cette situation-là, c'est souvent par accident. Donc il y a l'aspect psychologique et puis il y a l'aspect financier. Une fois qu'on a empoché le prix de cession et puis qu'on a réinvesti, dépensé, imaginé la suite, devoir rendre de l'argent, c'est très dur. Donc c'est compliqué et donc c'est vrai qu'il faut bien le penser, il faut bien le négocier. C'est quelque chose qui a évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fonction de la taille, de la nature des transactions, les garanties de passifs, elles sont effectivement plus forcément les mêmes qu'il y a 5 ou 10 ans. Typiquement, j'ai travaillé quelques années aux côtés d'entreprises cotées qui rachetaient des entreprises cotées ou des entreprises, ce qu'on appelle dans le jargon de large cap, c'est-à-dire à capitalisation élevée, donc des entreprises plutôt très chères. Les garanties de passifs seraient trop compliquées et les enjeux seraient trop élevés pour que ça fonctionne. Et donc, c'est développer un marché de l'assurance de garantie. Aujourd'hui, on a énormément d'entreprises qui sont des assureurs et qui viennent en fait dans la transaction et dire aux dirigeants ou aux vendeurs, écoutez, vous partez tranquille, on va inclure dans le prix de la transaction une garantie, une assurance. Et puis, si la gap venait à être exercée, c'est la compagnie d'assurance qui paiera. Donc, effectivement, c'est un marché qui évolue. Peut-être que ça se développera sur les transactions plus petites. Les compagnies d'assurance essayent en tout cas, mais déjà on le voit plutôt sur les deals anglo-saxons en ce moment.
small et mid, c'est-à-dire petite et moyenne entreprise. On le voit pas mal sur les deals anglo-saxons, tu as raison. Et alors qu'à la base, c'était quelque chose qui venait, tu as tout à fait raison, des deals plutôt cotés, des deals de large cap, ouais. Mais parce qu'aussi, comme tu l'as dit très justement, la garantie de passif, c'est pas forcément quelque chose qui est évident pour les dirigeants. Et donc en fait, déjà, il faut se rendre compte de ce que c'est qu'une garantie de passif, comprendre les enjeux, et puis après viennent les questions de est-ce qu'on l'assure, on l'assure pas, etc. Donc il y a toute une évolution du marché qui doit se faire. D'abord, comprendre les garanties, les négocier, et puis quand on est à sa deuxième entreprise, on va se dire pourquoi pas prendre une assurance en fait, et puis pas se poser de questions. Quel conseil tu donnerais à un chef d'entreprise? Alors évidemment, il y en a des centaines, des milliers, mais c'est pas l'objet. Mais quel conseil tu donnerais à un chef d'entreprise qui se retrouve avec par exemple, une lettre d'intention, donc là, la première étape de la séduction. On s'envoie et l'acquéreur envoie une lettre d'intention, donc c'est-à-dire qu'il formalise par écrit l'envie d'acheter notre client. Il lui met un prix et parfois, il parle de la garantie d'actifs passifs, parfois pas. Parfois, il dit que c'est usuel, parfois, il dit rien. Mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ton vendeur à ce moment-là sur le sujet de la garantie d'actifs passifs? C'est quoi les petites astuces, les petits trucs à garder en tête comme ça, si quelqu'un... Mais évidemment, c'est toujours difficile d'en choisir peut-être une parmi des milliers, mais si tu devais avoir donné une sorte de petite roadmap, c'est-à-dire qu'est-ce que tu pourrais donner à nos clients qui nous écoutent? En fait, je pense que la première chose, c'est de leur dire, les rassurer sur le fait que c'est normal. Que si l'acquéreur demande ça, c'est pas quelque chose qui est complètement délirant, et que oui, c'est normal. Maintenant, on peut se retrouver avec les transactions sans garantie. C'est quand même rare, mais ça existe. Elle sera là. Donc, pas d'inquiétude, c'est normal. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'essayer de se dire, est-ce que... Après, alors ça, c'est vraiment le process de transaction, mais est-ce qu'on est au stade de la LOI, comme tu disais, on apprend à se connaître et on est dans la phase de séduction? Est-ce que moi, je peux avoir un conseil, c'est peut-être d'essayer, dans ce cas-là, d'éviter ces sujets-là en se disant, oui, il y en aura une, mais on verra plus tard. Pourquoi? Parce que ça permet de commencer à discuter sans avoir tout de suite ce sujet qui vient sur la table, cette négociation, etc. On se met d'accord sur des grands principes et puis ensuite on se séduit, on discute, on se regarde, on s'audite et puis vient la négociation une fois qu'on a fait tout ça. Et c'est beaucoup plus facile de se dire oui, on négociera une gap, mais d'abord venez voir qui on est, venez voir comment on fonctionne. Et l'acquéreur va identifier des potentiels risques. Et l'idée, c'est de se dire, nous, quand on va accompagner le vendeur, on va construire cette garantie en disant il y a des sujets sur lesquels on est à l'aise. On parlait de la fiscalité tout à l'heure. Tous ces sujets-là, on va les déclarer. S'il y a un incident, il y aura un incident. Il faut qu'on se protège. On se protège comment? On se protège en mettant des limitations. Tout à l'heure, je parlais de durée. Une garantie de passif, elle est limitée par deux choses, sa durée d'effet et son montant. Donc, il y a un plafond de garantie. Après, il y a plein de détails dans lesquels on ne va pas rentrer, mais il y a un plafond de garantie, il y a une durée. On va essayer de faire en sorte d'avoir une épée de Damoclès qui soit le moins longtemps possible sur la tête et sur une somme qui est la moins importante possible. Avec une épée la moins lourde possible. Voilà, exactement. Et finalement, pour résumer ton approche de la négociation de la LOI, ce qu'on pourrait dire, c'est venez visiter ma maison, venez vous asseoir sur mes chaises quelques instants et après, vous ferez une offre. Exactement. Alors, la LOI, elle est importante pour se dire que on va pas non plus ouvrir notre entreprise à tous les promeneurs, entre guillemets, mais qu'on va plutôt d'abord voir si on a des gens sérieux. Donc, quand vous avez un acquéreur qui vous fait une LOI, qui justement amène ces sujets-là sur la table, on se dit, OK, c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet. Donc, c'est important, cette première approche qui permet de trier aussi les repreneurs, entre guillemets, quand on en a plusieurs. Mais effectivement, simplifions. Déjà, est-ce qu'on est vraiment d'accord sur les grandes masses? Notamment, c'est souvent des questions de prix, au départ, de capital. Est-ce que vous voulez acheter 100%, une partie voilà. Mais une fois qu'on a ces grands principes, essayons de les limiter et ensuite discutons, venez voir l'entreprise, venez voir comment ça marche, comment ça peut être intégré, essayez de nous comprendre et ensuite on négociera la gap. Mais moi, je suis pas du tout à l'aise avec des LOI dans lesquels on annexe une liste de déclarations et garanties. J'ai presque envie de dire, mais vous ne savez même pas ce qu'il y a dans l'entreprise. Donc, venez voir et puis ensuite on discutera. Et ça, les acquéreurs, je pense, sont capables de l'entendre. Ok. En tout cas, ton point de vue sur la garantie d'actifs passifs est très intéressant, avec notamment ce côté. N'en faisons, enfin, mais ça va faire sourire parce qu'on est dans la région du fromage, mais n'en faisons pas un fromage et c'est un élément et un passage obligatoire. Donc, gardons-le bien en tête et pour le reste, n'en faisons pas l'unique sujet de la transaction.
Alors, tu sais que dans Radio Grand Lac, on aime bien mettre nos invités à contribution et les mettre dans des situations de faits réels. Alors, ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai une super idée de logiciel d'automatisation. Je peux pas t'en dire plus parce que si on est écouté quand même aujourd'hui. Mais j'ai une super idée, je vais monter ma société. Mais même si j'ai la bonne idée, même si j'ai les connaissances techniques, j'ai pas forcément les moyens. Donc, je vais m'associer. Alors, du coup, Maxime, moi, j'aimerais savoir comment je pourrais faire pour que cette association qui va commencer, eh bien, elle puisse être prospère, de bonne qualité. Et est-ce que je dois avoir en tête des points de vigilance particuliers, comme d'ailleurs des opportunités, puisqu'il n'y a pas que des points de vigilance dans la vie, il y a aussi des opportunités dans cette association que je vais mener. Alors tout d'abord, félicitations. Merci. Ce projet, cette annonce. Bon, merci. J'ai pas dit que je te prenais en tant que conseil, hein, mais merci. Alors, la phase préalable, c'est de comprendre son client, et on est en temps limité, donc je vais pas te poser toutes les questions que je te poserai pour savoir à qui tu es, d'où tu viens et comment t'as construit ton projet, parce que c'est important pour arriver derrière à comprendre cette logique d'association. Bien sûr. Je vois où tu veux m'emmener, et je comprends que l'idée, c'est de se poser la question comment on s'associe. Bien sûr. Et la première question, c'est avec qui on s'associe, parce qu'effectivement, en fonction de la personne, l'approche sera différente. Dans tous les cas, il y a un terme que vous avez certainement déjà tous et toutes entendu, ou si c'est pas la première fois, si c'est la première fois, ça sera pas la dernière. C'est le terme de pacte d'associés. Le pacte d'associés, c'est un contrat. C'est un contrat entre au moins deux associés qui vont définir des règles du jeu. C'est un peu comme un contrat de mariage, finalement. Il y a un avant, il y a un après. C'est un contrat évolutif. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu vas t'associer avec quelqu'un. Il va peut-être avoir une part minoritaire, majoritaire dans ton capital, j'en sais rien. Dans tous les cas, il va falloir définir les règles du jeu. Et ces règles du jeu, elles sont à peu près les mêmes dans toutes les entreprises. On va dire les règles de base. C'est des règles qui sont relatives à la gouvernance. On va être deux au capital de l'entreprise. Comment cette entreprise va fonctionner, qui va la diriger, qui va prendre les décisions, etc. Tout ça, on va l'écrire. On va également écrire tout ce qui va se passer au niveau du capital de l'entreprise, parce que vous allez être des dirigeants, mais vous allez aussi être des associés, des détenteurs de titres de société. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui s'en va, s'il y en a un qui veut vendre ses actions, si on se dispute, quel est notre horizon de temps, qu'est-ce qu'on veut faire de cette entreprise. Voilà, il y a tout un tas de questions qu'on va adresser et on va les mettre dans ce pacte d'associés. Donc pour moi, effectivement, il y a ces deux grandes parties. Il y a la gouvernance, il y a la gestion des relations d'associés et des titres de société, et il y a une troisième partie qui est un petit peu tout ce qu'on s'engage à faire et à ne pas faire. Voilà, on va être tous les deux dans l'entreprise, on va s'engager à pas se concurrencer. Moi, j'ai eu le cas très récemment avec des gens qui se sont associés, et puis avec un associé qui avait fait un enfant dans le dos à l'entreprise. Bon bah voilà, c'est la plupart du temps ça ne se produit pas, mais en fait on va fixer toutes ces règles du jeu, on va les écrire dans un contrat, on va y réfléchir. Moi, pour moi, le job de la construction d'un pacte d'associés, c'est pas un job de rédaction d'un papier, c'est un job de réunion avec des gens qu'on met autour d'une table, et puis moi, je mets des sujets sur la table et je les laisse discuter. La discussion, elle a lieu. Après, on en tire ce qu'on en tire, on l'écrit dans un contrat, on le synthétise, on le signe, on le range dans un placard. Mais au moins, on l'a dit, on l'a partagé, on s'est posé les questions. Et l'intérêt de ça, c'est qu'on part un peu plus léger, on se lance dans son projet, et puis si un jour on a une question, on a un sujet sur lequel on n'est pas d'accord, on se dit, est-ce que ce problème, alors le but du pacte d'associés, c'est pas de faire une liste de problèmes et de dire, ah tiens, le problème était dedans. C'est, est-ce que dans le pacte d'associés, on a prévu une méthode qui permet de résoudre ce problème. Et c'est souvent ça qu'on fait, nous. On essaie de construire des méthodes. Je veux partir, j'en ai marre du projet. Je vais m'installer à l'étranger, j'ai rencontré quelqu'un, je quitte l'entreprise. Ok, est-ce qu'on a une méthode pour régler ton départ? On prend le pacte d'associés et généralement on l'a, s'il est bien fait, on a une méthode. Un associé qui veut partir, comment on a prévu ça? Et on a discuté en avant, et il y a plein de manières de l'adresser, mais il y a plein de méthodes, mais au moins on en a mis une au point, et ça veut dire que si on n'est pas d'accord, ben on appliquera celle qu'on avait décidée à l'époque. La plupart du temps on est d'accord, on trouve des solutions et on ressort même pas le pacte d'associés. Mais si on ne l'est pas, ben on reprend la méthode qu'on avait signée, qu'on avait rangée dans le placard.
Très très clair. Donc ce pacte d'associés, c'est vraiment un point qui est décisif lorsqu'il y a une création d'entreprise ou lorsqu'à un moment donné il y a une recomposition du capital, parce que ce qu'on va faire, et je pense que c'est très intéressant parce que ça transpire de tout cet entretien qu'on a eu tous les deux, c'est que l'objectif d'un conseil, c'est de mettre le chef d'entreprise et les chefs d'entreprise dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils aient du temps de cerveau qui soit entièrement dédié au développement de leur entreprise. Ça, c'est le point 1. Et le point 2, c'est d'aider à construire, à développer, à renforcer le projet. Et ça commence aussi par se poser autour d'une table, se poser les bonnes questions pour pouvoir avancer tranquillement. Maxime, si on a envie de te rencontrer et si on a envie de travailler avec toi, on te trouve où alors ? Alors on me trouve à Annecy, on me trouve à Annemasse, on me trouve un peu partout. Je suis associé du cabinet Chorus Avocat. On a 2 bureaux. On a un bureau à Juvigny, à côté d'Annemasse, et un bureau à Annecy. Il y a mon numéro de portable sur le site internet. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, voilà, faut pas hésiter à m'appeler, faut pas hésiter à m'écrire, moi ou un autre. Mais en tout cas, voilà, faut se faire conseiller. Il faut trouver son conseil, le bon conseil. C'est important pour les entrepreneurs. Donc voilà, faut pas hésiter. Allez, on remercie Maxime pour cette intervention. C'était sa première à Radio Grand Lac et honnêtement, on ne s'en serait pas rendu compte. Excusez-moi, c'est la fin de l'émission. On ne s'en serait pas rendu compte. Merci à lui d'être venu à nous pour avoir abordé cette question-là du conseil du chef d'entreprise d'une manière générale. On a abordé la GAP, le pacte d'associés. On vous dit à très vite sur Radio Grand Lac. C'était Maxime Socaz Varamé et Fabien Juron en direct de Radio Grand Lac. À bientôt. Radio Grand Lac. Vous en avez rêvé? Radio Grand Lac vous offre son application gratuite. Où que vous soyez, emportez Radio Grand Lac partout avec vous et plongez dans le grand bain de la vie locale sur vos smartphones ou tablettes. Rendez-vous dès maintenant dans votre store et téléchargez l'application 100% gratuite pour vivre l'expérience Radio Grand Lac partout dans le monde.